Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Club des pilotes édition 2020, édition un petit peu particulière due à l'actualité sanitaire et notamment au Covid. Donc ce Club des pilotes se déroule aujourd'hui au format dématérialisé. Donc cette session, ce webinaire va traiter de comment vous, en tant qu'employeur de la fonction publique, allez déclarer vos cotisations aux 3 fonds retraite complémentaires gérés par la Caisse des dépôts. Le déroulé de ce webinaire. Donc ce webinaire va durer 30 minutes. Il va y avoir à peu près un petit peu plus de 10 minutes de présentation et d'explication sur le contenu de ce webinaire, de ce qu'il va traiter. Et ensuite, nous ferons une session d'échange, questions-réponses entre vous et nous, pour essayer de répondre à un maximum de vos questions sur le contenu de cette présentation. Nous serons accompagnés aujourd'hui par des représentants de la Caisse des dépôts qui pourront intervenir sur des questions par exemple le métier que vous vous posez et que vous nous poserez. Et nous serons également aujourd'hui accompagnés par 2 modérateurs qui, de leur côté, recenseront les questions pour faire ensuite avoir une consolidation à la fin de la séance entre vous et nous. Au niveau du déroulé toujours, vous remarquez que sur la droite, oui, c'est inversé de notre côté, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets, un onglet de chat, un onglet questions, un onglet sondage, un onglet participants. En tout cas, vous avez au moins l'onglet de chat et questions. L'onglet de chat va vous permettre de poser des questions, de communiquer entre vous, puisque vous n'avez pas accès à vos micros. Donc, si vous voulez vous poser des questions entre vous, ou si le son n'est pas très bon, par exemple, ou autre chose, n'hésitez pas à poser votre question dans cet onglet de chat. Par contre, pour toute question relative au contenu du webinaire et que vous voulez nous poser sur ce contenu, passez par l'onglet questions et nous ferons une consolidation de ces questions et nous y répondrons à la fin. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Séverine qui va se présenter et qui va commencer donc la présentation de ce webinaire. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Séverine Savino, chef de projet au sein du service expertise et j'interviens pour définir notamment les différentes modalités déclaratives pour les différentes populations que vous allez avoir à déclarer. Hop. Ah, oui, si on peut projeter le support. Alors, sur cette session qui concerne la déclaration des cotisations aux 3 fonds de retraite complémentaires, donc la CNRACL, l'IRCANTEC et le RAFP. Au niveau des déclarations, contrairement aux déclarations qui sont relatives à l'URSSAF, par exemple, où vous allez avoir à déclarer au niveau agrégé et au niveau individuel vos différentes cotisations, là, pour tout ce qui concerne les 3 fonds de retraite complémentaires, vous n'allez avoir à déclarer qu'au niveau individuel. Donc, pour ce faire, vous allez déclarer ces cotisations à l'aide de 2 blocs. Le premier est le bloc base assujettie qui porte le numéro 78. Et en enfant, vous déclarerez les cotisations individuelles sous des blocs 81. Nous allons détailler chacun de ces blocs pour les 3 fonds. Alors, concernant les cotisations afférentes à la CNRACL, elles seront à renseigner au niveau du bloc base assujettie de bloc 78 sous le code de base assujettie 48, CNRACL, base brute avant abattement. Et les différentes cotisations individuelles que vous aurez à renseigner seront à déclarer sous les codes 300 cotisations normales par salariale et les codes 301 cotisations normales par patronale. Selon les populations que vous rencontrez, vous pouvez être amené à déclarer d'autres types de cotisations individuelles. Dans ce cas, il faudra utiliser les codes correspondants. On les a énumérés à ce niveau-là, 300, 303. On ne va pas les détailler dans cette présentation, mais sachez qu'elles existent et que vous pouvez retrouver les libellés correspondants et les informations au niveau du cahier technique. Quand vous déclarez vos cotisations individuelles à destination de la CNRACL, la rubrique identifiant organisme de protection sociale, qui est la rubrique 81002, n'est pas attendue, donc vous n'aurez pas à la renseigner.
Concernant les exonérations et les réductions, il peut y avoir, vous pouvez être amené à déclarer des déclarations concernant la réduction des heures supplémentaires, portant du coup sur la réduction de cotisation à la sécurité sociale. Ces réductions sont initialement exploitées par l'URSSAF et la MSA, mais elles sont désormais exploitées par la CNRACL. Donc, si vous avez ce type de réduction à déclarer, vous allez utiliser les blocs cotisation individuelle avec les codes 114 montant de réduction des heures supplémentaires complémentaires, avec des montants d'exonération qui seront déclarés en négatif. Et vous pouvez également rencontrer le cas d'exonération de cotisation pour les heures d'aide à domicile par patronale. Vous procéderez sur le même principe. Concernant les cotisations afférentes à l'IRCANTEC, sur le même principe, vous allez déclarer les bases assujetties sous le code 28 base IRCANTEC cotisée ou le code 29 base IRCANTEC non cotisé arrêt de travail. Alors, j'attire votre attention sur ce code 29. Il ne sera utilisé que pour déclarer des pertes d'assiette du fait d'un arrêt de travail. Dans les autres cas, vous n'utiliserez pas ce code. Les cotisations individuelles correspondantes seront à renseigner sous les codes 060 pour les cotisations IRCANTEC tranche A, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale, ou sous le code 061 cotisation IRCANTEC tranche B, là qui permettra de déclarer pour 7 plafonds supplémentaires, donc ça vous limitera les plafonds à 8 ans. Et dans le cas de la déclaration des apprentis, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez vous référer à la fiche consigne correspondante qui est la 831 sur la base de connaissances pour la déclaration des cotisations. Oui, je vois un petit point d'attention. Effectivement, en DSN, je reviens sur du coup la slide précédente sur tout ce qui est exonération, réduction. Là, il faudra déclarer les montants en négatif, contrairement à la N4DS où ces montants étaient déclarés en positif. Donc, c'est un changement une modification de la déclaration entre les deux déclaratifs. Donc, soyez vigilants à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'IRCANTEC, on a fait le tour. Au niveau des cotisations pour la RAF, là, au niveau de la base assujettie à déclarer, il faudra utiliser le code 49 RAF base brute avant abattement. Et au niveau des cotisations individuelles, les codes 311 pour les cotisations RAF par salariale et les codes 312 cotisations RAF par patronale. Comme pour la CNRACL, là, pour les blocs à destination de la RAF, la rubrique identifiant organisme de protection sociale n'est pas attendue, donc vous n'aurez pas besoin de la renseigner. Là, un petit point concernant les surcotisations. La surcotisation n'est possible pour un fonctionnaire affilié à la CNRACL que sur autorisation et dans le cas où son emploi est à temps partiel ou à temps non complet. Donc, dans ce cas, les montants liés à cette surcotisation seront déclarés, mais de manière commune avec les cotisations normales. Donc, pour cela, vous utiliserez les cotisations individuelles de code 300, cotisations normales par salariale. Par contre, pour les fonctionnaires qui présentent un handicap à plus de 80%, il faudra déclarer les surcotisations sous deux codes. Le code 300, cotisation normale par salariale, en additionnant les cotisations normales et les montants liés à la surcotisation. Et il faudra également déclarer une cotisation individuelle de code 302, surcotisation 8 trimestres par salariale, là en précisant uniquement le montant lié à la surcotisation. Dans le cas où vous auriez une régularisation à faire parce que vous vous êtes rendu compte d'une correction à apporter sur vos déclarations et donc sur les montants que vous aurez renseignés, sachez que du coup, la DSN étant mensuelle, vous allez devoir corriger au fur et à mesure, au mois le mois, contrairement aux déclarations précédentes avec la N4DS où le principe était une régularisation annuelle. Donc, là, au niveau de ces déclarations mensuelles, vous allez avoir deux méthodes possibles pour apporter vos corrections.
Dans le cas où vous avez déclaré vos dépôts, enfin vos DSN, et que l'échéance déclarative n'est pas encore passée, vous pourrez procéder par la dépose d'une déclaration annulée-remplace qui vous permettra du coup d'annuler la déclaration précédente et de déposer une nouvelle déclaration avec les montants corrigés. Par contre, si l'échéance déclarative est passée, sur les annulés remplaces, vous pourrez les déposer jusqu'à la veille au soir. Donc, si l'échéance déclarative, par exemple, est le 5 du mois, vous pourrez faire des annulés remplaces jusqu'au 4 minuit. Si vous faites votre correction, du coup, une fois que l'échéance est passée, vous devrez la porter dans une DSN ultérieure. Dans ce cas, vous aurez la possibilité de procéder par deux méthodes. La première méthode sera par une méthode annulée-remplace. Donc, dans ce cas, il faudra renvoyer tous les montants faux avec un signe inverse pour pouvoir les annuler et déclarer les montants corrects avec la période d'origine. Comme ça, ce sera bien pris en compte. Sinon, vous aurez possibilité de déclarer par une méthode différentielle. Donc, dans ce cas, seuls les montants en écart seront renvoyés et la partie portera le différentiel. En fait, peut-être j'apporte une légère précision, plus sur la cinématique. Donc, effectivement, il y a deux méthodes de correction. Tant que vous avez le temps, c'est-à-dire que la date d'échéance n'est pas passée, comme vient de le dire Séverine, la veille au soir, la date d'échéance, donc soit le 4 minuit ou soit le 14 minuit, vous pouvez faire une annulée en place de votre DSN du mois courant. C'est-à-dire vous annulez et remplacez par les bons montants. Ou si vous n'avez pas le temps, bien entendu, ça ne posera aucun problème, ça sera accepté par l'ensemble des organismes et nativement, le message DSN le permet, c'est de déclarer le mois suivant ses régularisations en positionnant les bonnes périodes de rattachement au niveau des cotisations. Et ces informations sont correctement interprétées par les organismes de protection sociale destinataires de ces informations. Ensuite, il y a deux méthodes. Soit vous faites en différentiel, c'est-à-dire je mets la différence du montant par rapport à ce que j'ai déclaré pour arriver à avoir un bon montant, ou soit vous annulez, c'est-à-dire vous contrepassez l'écriture, vous faites moins le montant que vous avez initialement déclaré le mois précédent, et vous faites plus le bon montant que vous devez déclarer ce mois courant. Merci Guillaume du coup pour ces précisions. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ces principes-là, n'hésitez pas à vous référer aux fiches consignes qui sont disponibles sur la page de connaissances. Pour tout ce qui concerne la régularisation, vous avez notamment les fiches 1317 et 1738. Pour retrouver du coup les éléments liés, qui sont renseignés dans les fiches consignes, vous pouvez aller directement sur la base de connaissances sur lesquelles là nous vous avons rappelé le lien. Et vous pouvez, dans ce cas, faire une recherche soit directement avec le numéro de la fiche, si vous la connaissez, soit sinon vous pouvez procéder par mots-clés et de toute façon, vous retrouverez le même résultat. Donc la base de connaissances, c'est l'encyclopédie de la DSN. C'est dans cette base de connaissances que vous allez trouver toutes les informations nécessaires et on espère à toutes les questions que vous vous posez. Et donc si par hasard vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans cette base de connaissances, donc il y aura un formulaire en ligne qui vous sera proposé, vous poserez votre question et un support humain vous répondra. On arrive du coup au terme de ce qu'on voulait vous présenter au début de cette session. Nous allons pouvoir procéder à toute une série de questions-réponses en fonction des questions que vous nous avez posées en direct. S'il y a besoin d'intervenir, Étienne André et Daniel Angelot de l'IRCANTEC et la CNRACL RAF pourront également intervenir et monter sur scène s'ils le souhaitent. Alors... Est-ce qu'on les prend dans l'ordre? Alors après, bon, alors je vois déjà une question concernant la déclaration de la pension civile. Alors, un petit point effectivement sur tout ce qui est cotisation pour le SRE. Alors, le SRE n'étant pas encore entré en DSN, toutes les données qui sont spécifiques au SRE ne sont pas obligatoirement à déclarer, en tout cas en DSN. Donc là, vous utiliserez encore les procédures actuelles pour faire vos déclarations.
Par contre, il faudra renseigner, alors la rubrique, j'ai plus la rubrique en tête, mais sur le code régime risque vieillesse, où là, vous devrez renseigner la pension civile au SRE, parce que cette rubrique du bloc contrat, le bloc 40, est obligatoire. Et là, si vous ne le renseignez pas, ça pourra bloquer, enfin, ça vous générera une anomalie bloquante qui empêchera le dépôt de votre déclaration. Donc là, vous renseignez cette rubrique-là, effectivement, obligatoirement. Par contre, le reste, ce sera facultatif. Ah, attends, Moi, ok. Une autre question qui était juste au niveau des astreintes. Est-ce qu'elles doivent être déclarées en code 114 dans le bloc cotisation individuelle 81 également? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Là, effectivement, une question de Daniel demandant si cette question est relative à la CNRACL ou l'IRCANTEC. Si vous pouviez préciser votre propos, Monsieur Julien Dandurand, ça nous permettra de répondre précisément à votre question. Sinon, il y avait également une question concernant la surcotisation pompier et sur quel code. Donc, cette question a été répondue par Étienne André. Donc, voilà, la réponse, je vais vous la lire. Donc, pour les sapeurs-pompiers, la partie cotisation des surcotisations est déclarée comme les autres fonctionnaires. Cependant, vous devez en plus renseigner la rubrique 40.064 indiquant l'indice utilisé par le SPP pour surcotiser. Et donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur la base de connaissances et taper le numéro de la fiche consigne qui est la 2086. Le lien est dedans, vous pouvez le copier-coller, elle est directement dans la base de connaissances. Ou même directement dans votre navigateur, vous collez le lien et ça vous tomberez directement sur cette fiche consigne. Et donc, concernant la question initiale, à savoir les astreintes doivent-elles déclarer en code 114 dans le bloc cotisation individuelle 81, cette question concerne le cadre de la CNRACL ou de la PC. Alors, par contre. Ah, PC, pension civile, peut-être pour le SRE civile. Donc, on va laisser la CDC répondre tranquillement à cette question. Je pense qu'ils sont en train de chercher la réponse. Étienne est en train de monter sur scène, il va directement intervenir, je pense. Bonjour. Donc, pour tous les éléments en fait, qui sont liés, si vous dépassez le temps de travail théorique de l'agent, dans ce cas-là, effectivement, ce sont des heures supplémentaires et vous devez les déclarer dans la partie cotisation, le bloc 81, mais également dans la partie rémunération, donc les heures supplémentaires aléatoires ou structurées selon la nature du travail de l'agent. Alors, Étienne, le son était assez haché. Est-ce que tu peux répéter très précisément, mais juste les parties très importantes, c'est-à-dire au niveau de la DSN, ce qu'il faut renseigner, parce qu'effectivement, c'était peut-être pas forcément audible pour tout le monde. Alors, deux parties. La partie rémunération, donc dans le bloc 51. Bloc 51. Et il faut déclarer le nombre d'heures supplémentaires. D'accord. Et ensuite, dans la partie cotisation, il faut déclarer le 81 et la réduction de cotisation correspondant à ces heures supplémentaires. Ok. Une autre question. Pour les pertes de salaire IRC suite à l'arrêt de travail, est-il possible de ne pas mettre la perte de salaire sur le mois en cours, mais de reprendre la situation de l'agent sur son compte EMAGE lorsqu'on saura que l'arrêt fait bien plus que 30 jours? Donc, on est sur des questions vraiment purement métier. Après, dans ces cas-là, si la perte de salaire n'est pas connue au moment de la déclaration de l'arrêt, il y a peut-être une déclaration qui peut être possible en régularisation le mois suivant pour corriger les déclarations, pour que là, au niveau de l'IRCANTEC, ils reçoivent toutes les informations via la DSN
le mois suivant, une fois que les informations sont bien connues. Oui, bonjour. Et ce que je voulais insister donc sur le fait qu'en DSN, vous devez déclarer donc toutes les périodes, même si elles sont inférieures à 30 jours. Il faut déclarer absolument tout en DSN et déclarer également les pertes d'assiette en DSN. Les régularisations sur IMAGE, donc sur PEPS pour les employeurs, ne se font que lorsqu'il y a lieu d'enregistrer une perte d'assiette pour une personne qui part en retraite et que la DSN n'a pas permis d'enregistrer ces informations. Merci. Merci Daniel. Oui, le son un petit peu haché, mais en fait, les réponses aux questions seront retraduites, entre guillemets, en réponse directement dans l'onglet questions par les intervenants. Donc, typiquement, Étienne André a repris sa réponse concernant la partie des astreintes. Et du coup, voilà, la réponse a été également apportée par écrit dans l'onglet questions. Une précision d'Elisabeth Imbert-Bontin, toujours sur ce sujet-là, concernant la perte de salaire. Hein, et donc, elle est à positionner en DSN quand elle est connue. Et il n'y a pas nécessité de la positionner obligatoirement sur le mois de l'absence, hein, bien entendu. On déverse l'information à partir du moment où on la connaît. Vous n'êtes pas devin non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je crois qu'on a fait le tour sur les questions qui ont été posées. On va peut-être laisser. Alors, avez-vous des questions peut-être d'ordre plus général sur les régularisations ou sur des parties purement métiers? Parce que profitez aussi de la présence de la Caisse des dépôts pour qu'ils nous fassent part de leurs connaissances sur ces différents sujets. Nous avons encore un peu de temps, donc profitez-en. Bon. Ok. Bah, a priori, pas d'autres questions. Donc, nous vous remercions de votre participation. N'oubliez pas, avant de partir de ce webinaire, pardon, si, c'est Daniel Angelot qui repositionne une petite précision sur les périodes de maladie, donc qui doivent être déclarées en DSN, quelle que soit la durée, par contre, effectivement. Hein. La déclaration, la DSN, c'est bien le reflet de la paie et de la gestion administrative de l'individu. Donc, effectivement, tout événement ou tout ce qui se passe dans la paie doit être forcément déclaré dans votre DSN mensuel. Quel que soit le statut de l'individu, qu'il soit contractuel ou fonctionnaire. Je disais donc, avant de... Il y a une question à 30 ans avant de passer peut-être au sondage. Okay, doit-on déclarer les agents en disponibilité? Alors, oui, vous allez devoir les déclarer sur la mise en disposition. Disponibilité, mais oui, mise à disposition. Vous avez 2 fiches consignes qui sont disponibles sur la base de connaissances sur la mise à disposition d'un fonctionnaire et sur les modalités déclaratives pour la mise à disposition d'un contractuel de droit public. Donc, n'hésitez pas à vous référer directement sur ces fiches pour avoir tous les éléments nécessaires. Sinon, il y a une autre question. Comment fait-on pour faire une annulaire en place, en changeant les montants, si on a déjà mandaté notre paie? Donc, si vous avez déjà clôturé votre paie
avant la période d'échéance, avant la date d'échéance, pardon, de la DSN, et que vous n'avez pas la possibilité de refaire retourner votre paie, ce n'est pas grave, vous ferez les régularisations le mois suivant. Ça ne pose aucun problème. Et nativement, la DSN le permet. Il faudra juste correctement positionner les périodes de rattachement des éléments. Et alors, on a une question sur le détachement. Alors, pour un agent en détachement, quelle que soit l'origine, FPE, FPT ou FPH, devons-nous déclarer en rubrique 40066, donc la rubrique type de détachement, le code 12, détachement auprès d'un établissement public national, ou 15, détachement auprès de l'État. Donc là, effectivement, il faudra renseigner votre détachement sous le code 12, détachement auprès d'un établissement public national. Ce sera les mêmes modalités qu'en M4DS. Et effectivement, là, tout à l'heure, je vous ai parlé de la mise à disposition, mais vous parliez plutôt d'une question sur la mise en disponibilité. Donc, effectivement, il faudra effectivement déclarer cette particularité pour votre agent. Ok, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, on a encore le temps, hein. Et si vous avez des questions, surtout sur des populations spécifiques, n'hésitez pas vraiment, hein, je vous le rappelle, à aller voir sur la base de connaissances où vous allez avoir sans doute beaucoup de réponses à vos questions. Et puis sinon, si effectivement vous ne trouvez pas l'information, n'hésitez pas à poser votre question sur le site support. Comment savoir si on doit déclarer pour le 5 ou le 15? Alors en fait, ça, ce sont les échéances qui sont déterminées par les URSSAF. Donc logiquement, vous devez vous rapprocher. Si vous avez un doute, rapprochez-vous de votre URSSAF de gestion. Mais logiquement, ça correspond à l'échéance de votre déclaratif DUCS à destination de l'URSSAF. Autre question, doit-on continuer à déclarer les montants sur le site PEPS? Donc Étienne André est en train de répondre à cette question qui concerne effectivement la Caisse des dépôts. Et donc, en réponse à la question, la déclaration des montants à la CNRACL sur PEPS n'est pas une déclaration de montant, juste la production d'un document officiel à destination de votre payeur. Autre question, doit-on continuer à informer la CNRACL des changements d'adresse et des numéros d'affiliation? Étienne André va également répondre à cette question, que je relayerai. La réponse est oui. Vous devez continuer à informer la CNRACL des changements d'adresse et des numéros d'affiliation. Je ne vois pas de nouvelles questions. Oui. Donc, pas de nouvelles questions. On arrive de toute façon à la fin de ce webinaire. Juste comme je le disais tout à l'heure, il y a un sondage qui vous est mis à disposition dans l'onglet sondage. N'hésitez pas à y répondre avant de quitter ce webinaire pour nous faire part de vos impressions. Donc, toute l'équipe du JPMDS et de la Caisse des dépôts CNRACL et du RAF aussi. Et Ircantec, pardon. Donc, vous souhaite un très bon après-midi, une bonne continuation. Et pour toute question, n'hésitez pas donc à consulter notre base de connaissances sur le site dsn-info.fr. Le lien vient de vous être rappelé dans l'onglet chat. Merci à vous et je vous souhaite donc encore une fois un très bon après-midi. Merci, au revoir.